Il est temps pour moi d'accueillir notre premier orateur. Il s'agit d'Étienne Willam, directeur général au service public de Wallonie, mobilité et infrastructure. Et il va venir nous parler du service public de Wallonie, résilient, avec un point d'interrogation. C'est un défi. Eh bien, il va nous exposer cela. Monsieur Willam. Bien, merci Pascal pour ce mot d'introduction. D'ores et déjà, merci aux équipes de la D-Team, puisque aujourd'hui, vous savez que la direction du transport et de l'intermodalité des marchandises est une des entités du service public de Wallonie, mobilité et infrastructure, qui assure toute une série d'actions et l'accompagnement de toute une série de projets en matière d'intermodalité et de transport des marchandises. Donc merci à toute l'équipe pour l'organisation de cette journée. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir en présentiel dans cette salle. Ça faisait finalement, je pense, de l'ordre de 3 ans qu'on n'avait plus eu l'occasion de se rencontrer et de partager de vive voix entre nous. Il est évidemment important de partager de vive voix, d'assurer des présentations, de répondre à des questions, mais il est aussi important de pouvoir échanger, réseauter dans le sens le plus noble du terme, autour des sujets qui nous préoccupent, en l'occurrence la question du transport et de la mobilité des marchandises. Alors j'ai voulu placer mon intervention sous l'angle et sous le regard de la résilience et de l'innovation. Alors la résilience, pourquoi la résilience, si on regarde un petit peu le concept, ça reste quelque part la capacité d'un être humain, d'un organisme, d'un système à faire face à des chocs et à des crises. Et pour pouvoir faire face à ces chocs et à ces crises, on doit capitaliser, on doit puiser sur des ressources. Alors un être humain, quand il fait preuve de résilience, il capitalise sur ses ressources internes pour quelque part accueillir le choc, accueillir la crise, la dépasser progressivement et puis progressivement aller de l'avant. Les organismes, les entités, les systèmes, c'est un peu différent. Bien entendu, des organismes sont constitués d'êtres humains, d'équipes, et donc, bien entendu, capitaliser au niveau des organisations sur les équipes qui constituent cette organisation, mais aussi capitaliser sur d'autres types de ressources, des ressources matérielles potentiellement, des ressources budgétaires et financières également. Et donc, ces derniers mois, ces dernières années, nous n'avons pas été épargnés par ces chocs, par ces crises. Et je vais tenter d'illustrer par quelques slides la manière dont LSPW Mobilité et Infrastructure a fait face à ces différents chocs et à ces différentes crises. Et le SPW Mobilité et Infrastructure a pu faire face grâce à ces ressources. Comme toute entité,
nous avons pu capitaliser sur nos collaborateurs, nos équipes, détentrices de compétences et de connaissances qui ont été mobilisées pour accueillir ces chocs, pour les décortiquer, pour réagir dans les premières heures, les premiers jours, et puis pour réhabiliter et potentiellement reconstruire. Mais également, nous avons pu mobiliser un certain nombre de ressources matérielles et de ressources budgétaires mises à disposition par le gouvernement wallon. Mais nous avons pu aussi capitaliser sur l'innovation. L'innovation, bien entendu, peut s'entendre à différents degrés. Le premier degré reste le fait que l'innovation est inscrite dans l'ADN du SPV Mobilité et Infrastructure. C'est un processus d'amélioration continue qui vise à toujours faire mieux pour être plus efficace, toujours plus efficient. Mais quand on a cet état d'esprit structurellement implanté dans nos organisations, nous avons aussi la capacité d'innover lorsque le choc arrive et de pouvoir prendre des initiatives pour faire face directement et réagir directement. Et je souhaite illustrer aujourd'hui un certain nombre de ces initiatives qui ont été prises lors de ces différents chocs de ces dernières semaines, de ces derniers mois, de ces dernières années. Je vais évoquer avec vous évidemment la question des inondations, la question de la sécheresse, un accident majeur et le contexte géopolitique inflationniste que nous rencontrons aujourd'hui, mais également vous faire part au cours de mon exposé qu'à côté de cette capacité à réagir et à faire face à ces crises et donc être résilient, nous continuons à progresser sur la voie de l'amélioration de nos infrastructures. Alors, premier élément, je ne reviendrai pas sur la crise sanitaire. Cette crise sanitaire a été impactante pour l'ensemble des secteurs, impactante pour nous. Nous avons pu, à partir de mars 2020, souvenez-vous, prendre un certain nombre de dispositions pour mettre nos équipes à l'abri de cette vague de contamination. Et nous avons pu concilier quelque part les consignes sanitaires et la mise en œuvre et le maintien d'un niveau d'exploitation de nos voies d'eau en particulier de manière tout à fait constante. Ça aussi, ça a été quelque chose de très important de pouvoir faire face tout en conciliant, je dirais, les impératifs de protection sanitaire de nos collaborateurs, mais aussi maintenir cette capacité à offrir un service à la mobilité des marchandises en particulier. Deuxième choc que nous avons rencontré, ces effroyables inondations de la mi-juillet 2021. Alors, je vais évidemment prendre le prisme aujourd'hui du transport de marchandises. Ce prisme, il est bien négligeable au regard des drames humains qui ont été constatés notamment dans la vallée de la Vesdre, dans la vallée de la Hogne, dans la vallée de la Lesse notamment, où là, évidemment, des choses épouvantables se sont produites. Des personnes ont été, et des familles ont été touchées dans leur chair, dans leur vécu pour de longues années. Mais je souhaitais aussi illustrer ce jour le fait que les équipes du SPI Mobilité et Infrastructure ont, au cours de cette crise des inondations de la mi-juillet, pu faire preuve de résilience et d'innovation pour faire face à cet événement absolument épouvantable. Ils ont fait face à la mi-juillet. Souvenez-vous, les premiers éléments de ces crues, puisqu'il y a eu différentes temporalités au niveau de ces épisodes d'inondation. Grosso modo, la crue de la Vesdre, de la Hogne et de la Hesse, c'est plutôt le mercredi 14 juillet. Et la crue de Meuse, de Lourdes, c'est plutôt le jeudi 15 juillet. Et sur la Meuse en particulier, vous savez que le barrage de Montsaint était en travaux qui étaient bien nécessaires. Je me souviens personnellement, lorsque j'ai été incorporé à la direction des GO2, comme on le disait de l'époque, aux alentours de 2010, on disait que ce barrage était dans un état, ce pont-barrage était dans un état tout à fait délicat, et qu'il convenait d'investir sur ce barrage pour permettre la régulation des eaux, justement avec 6 pertuis qui devaient être totalement rénovés. Et il était normal qu'à la mi-juillet 2021, un chantier soit installé sur la Meuse, à l'aval donc de Liège, et quelque part à la divergence entre la Meuse et le canal Albert.
Et ce chantier était situé à cet endroit-là, et dans une phase de chantier tout à fait classique. Il n'y avait évidemment que 2 pertuis disponibles, puisque les autres étaient en chantier, et ces 2 pertuis étaient évidemment en conformité avec les débits attendus naturellement et traditionnellement dans une période estivale. Et donc, dès le mardi et essentiellement le mercredi, nous avons évidemment pris la mesure de la situation qui allait s'annoncer. Et là, toute une série de décisions ont été prises pour faire face à la situation. Évidemment, un arrêt de navigation qui s'est produit dans le courant de la journée du mercredi 14 juillet. Mais alors, se sont enchaînées toute une série de décisions pour pouvoir évacuer les débits. Parce qu'en situation d'inondation, en situation de crue, l'enjeu pour la régulation des cours d'eau reste l'évacuation des débits vers l'aval et de faire en sorte que nous puissions, évidemment dans le cadre d'un partenariat avec les villes, communes, entités qui se trouvent à l'aval de ces endroits, que nous puissions faire en sorte d'évacuer ces débits et éviter des remontées de lignes d'eau vers l'amont. Et donc ce mercredi, et en particulier ce jeudi 15 juillet, un certain nombre d'initiatives ont été prises sur le chantier proprement dit du pont-barrage de Montsaint pour faire passer le nombre de pertuis disponibles de 2 à 5 pertuis disponibles. Des contacts ont été pris avec l'opérateur qui produit de l'hydroélectricité juste à côté des 6 pertuis pour qu'ils turbinent de manière maximale, et je pense aux limites même de ces engins et de ces machines de l'eau pour évacuer les débits vers l'aval de la Meuse. Mais également un certain nombre de décisions ont été prises pour évacuer les débits au niveau en évacuant de l'eau vers le canal Albert, au travers du complexe éclusier de l'année, mais également aussi au travers de manipulations un peu rock'n'roll, comme je les appelle, au niveau de l'écluse de Montsaint, pour faire justement évacuer un maximum de débit vers l'aval. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'était de sauver quelque part Liège et d'éviter des inondations catastrophiques au niveau de la ville de Liège. Donc ça, c'est toute une série d'initiatives qui ont été prises dans le courant de cette funeste semaine. Alors après, dès le vendredi, il faut évidemment constater les dégâts. La décrue a été relativement rapide. Donc en 48 heures, les débits de la Meuse sont passés de quelques dizaines de mètres cubes à peine par seconde à 1786 mètres cubes par seconde. J'étais personnellement sur le pont-barrage de Montsaint le jeudi à 8 heures du matin, 1786 mètres cubes par seconde. Et en fin d'après-midi, on annonçait 3000 mètres cubes par seconde au pont-barrage de Montsaint. Et donc cette eau s'est évacuée, entre guillemets, comme elle est venue, de manière assez rapide et très rapidement. Les équipes du SPOI Mobilité et Infrastructure se sont mobilisées pour d'abord expertiser, voir quelle était l'ampleur des dégâts. L'ampleur des dégâts vis-à-vis de nos propres infrastructures, nos murs de quai, nos ouvrages hydrauliques, nos ponts, nos ouvrages, mais également mettre à disposition toutes ces compétences des pouvoirs locaux qui étaient parfois bien démunis face à l'ampleur de la situation. Et donc c'est quelque chose qui a été fait de manière très volontariste, quasiment H24 pendant des dizaines et des dizaines de jours. À titre d'illustration, ici, vous savez que dans la traversée de Liège, 2 bateaux avaient coulé dans le cadre des inondations. On a pu faire passer très rapidement un scanner sous eau et pour faire une bathymétrie. Vous voyez ici quelque part la visualisation de ces 2 bateaux qui s'étaient échoués dans le lit de la Meuse à hauteur du port de Plaisance, grosso modo. Et donc ces bateaux ont été identifiés et ont été enlevés du lit de la Meuse très rapidement pour établir le plein passage au travers de la ville de Liège. Tout ça a fait l'objet, comme vous le savez, d'une commission d'enquête, et c'est bien normal, d'une commission d'enquête parlementaire au niveau du Parlement wallon, commission d'enquête parlementaire qui a achevé ses travaux au mois de mars de cette année. Le SPOI Mobilité Infrastructure a bien entendu contribué de manière tout à fait transparente aux travaux de cette commission d'enquête parlementaire pour analyser les contours de cet événement, justifier l'action, les procédures, tout ce qui a été mis en place pour y faire face
et chacun y est allé, je dirais, en toute transparence, mais aussi faire en sorte, comme tout système, comme je le disais tout à l'heure, peut être amélioré, de procéder à un certain nombre d'améliorations dans nos processus, dans cette démarche d'amélioration continue. Et en particulier, on peut citer aujourd'hui le site hydrométrie.wallonie.be, qui est un tout nouveau site qui n'est pas issu stricto sensu des recommandations de la commission d'enquête parlementaire, mais qui était en chantier depuis de nombreux mois, mais qui a trouvé quelque part un éclairage nouveau au regard des contenus qu'il permet de diffuser, en matière de niveau, de débit, d'état des eaux et de diffusion d'alertes en matière de l'état de nos voies navigables, mais également de l'état de l'ensemble des cours d'eau à l'échelle de la Wallonie. Deuxième grande crise, enfin, ou troisième si on additionne la crise de la Covid, la sécheresse de cette période estivale, avec des premiers signaux qui nous sont arrivés dans le courant du mois de mai, avec une phase préliminaire et toute une série de dispositifs qui se mettent en place fin juin de cette année, et une crise aiguë entre le mois de juillet et grosso modo la fin du mois de septembre. Souvenez-vous, dans le courant de l'été, à plusieurs reprises, les médias ont fait état de la situation sur le Rhin. J'ai parfois été interpellé par le nombre de centimètres que l'on exposait dans les médias qui étaient juste disponibles pour de la navigation. On parlait de quelques dizaines de centimètres à peine, mais je pense qu'il y avait une méprise sur la signification de ces centimètres. Et en Wallonie, en tout cas, nous avons pu prendre un certain nombre de dispositions pour toujours permettre la navigation et potentiellement aussi, je partageais cela avec toute une série d'opérateurs encore la semaine dernière, pouvoir aussi peut-être capter un certain nombre de trafics induits par des difficultés dans d'autres pays. Les dispositions que nous avons pu prendre sont de différents ordres. Tout d'abord, le fait de pouvoir regrouper des bateaux lors du franchissement aux écluses, avec évidemment dans une perspective de logique d'économie d'eau, avec, on l'a mesuré, un temps d'attente d'une heure maximum au plus fort de la crise pour franchir un ouvrage, 2 heures sur la Haute-Sambre, mais vous savez que sur la Haute-Sambre, c'est un trafic d'une autre typologie. En termes de réduction de tirant d'eau, seuls 2 impacts ont été constatés. Un premier impact sur la lisse mitoyenne avec une diminution de tirant d'eau de 10 cm, mais également une réduction de 80 cm sur la Haute-Sambre qui, comme je viens de le dire, accueille un trafic tout à fait spécifique. Et en termes de réduction de niveau de service, seules quelques suspensions de certaines manœuvres nocturnes ont dû être mises en œuvre, et également un passage conditionné pour les plaisanciers. Élément important à souligner également, c'est le fait que nos ouvrages qui sont les barrages réservoirs, vous savez qu'on a des complexes de barrages réservoirs qui sont opérés par le service public, ont joué leur rôle dans cette période d'étiage et de cette période de sécheresse fondamentale. Les barrages de l'Ouest en particulier, tout au cours de cet été, ont permis justement d'assurer une des fonctionnalités pour lesquelles ils ont été réalisés, c'est-à-dire le soutien à l'étiage. Et donc, sur une période de l'ordre de 2 mois, ce ne sont pas moins de 2,5 millions de mètres cubes qui ont pu être réinjectés sur nos voies d'eau pour en assurer au maximum la navigabilité. Tout ça aussi a pu être réalisé grâce à toute une série d'investissements structurants sur le réseau, structurants qui ne sont pas conjoncturels à ces crises, mais structurants dans le cadre de cette démarche d'innovation et de modernisation que nous avons depuis de très nombreuses années, notamment au travers de la création du nouveau centre PEREX. Vous savez que le centre PEREX était à l'époque très connu pour la gestion et l'exploitation des infrastructures autoroutières et routières à grand gabarit. Et conjointement, dans le secteur des routes et dans le secteur des voies hydrauliques, nous avons souhaité, il y a quelques années, développer un centre de gestion de trafic qui soit multimodal, avec évidemment toujours une permanence routière, autoroutière, mais aussi des permanences en lien avec la voie d'eau. D'une part, une permanence qui permet d'accueillir et de manipuler à distance des ouvrages de franchissement, et c'est déjà une réalité, et il y aura encore de nouvelles concrétisations dans le courant 2023, mais également de pouvoir à distance mesurer et réguler les niveaux et les débits des eaux.
Cela n'est possible, bien entendu, qu'à partir du moment où des équipes et des équipements et des outils d'analyse sont situés au centre PEREX, mais cela n'est possible que parce qu'on investit aussi sur nos infrastructures, notamment en matière de régulation, sur des ouvrages de régulation proprement dit. Je vous ai cité le barrage de Montsaint tout à l'heure, mais également sur des équipements de pompage pour assurer la régulation et les niveaux des eaux sur les canaux. Autre élément également, ceci c'est un petit regard, je viens de vous exposer un petit regard dans le rétroviseur, mais il faut aussi prendre sa longue vue et regarder loin, en l'occurrence à l'horizon 2050, à l'horizon 2100. Nous avons traversé des épisodes climatiques, météorologiques qui sont des épisodes majeurs. Tous les experts nous disent que la fréquence de ces épisodes majeurs va se raccourcir, qu'on va devoir faire face à de plus en plus de chocs. Et donc, il nous appartient d'être prévoyants et d'analyser ce qui peut se passer à moyen terme, à moyen et long terme. Et donc, 2050 ou 2100, ça peut paraître loin, mais ça n'est que dans 25 ou 100 ans, ou 75 ans, pardon. Et à l'échelle, quelque part, des enjeux qui sont autour de la ressource en eau, il nous appartient d'analyser ce qu'il peut se passer d'ici ces 25 ou ces 75 ans. Vous savez que cette ressource en eau est de plus en plus sujette à des tensions. On évoque aujourd'hui, bien entendu, c'est le sujet de la journée, la capacité de nos cours d'eau à accueillir du transport de marchandises, en l'occurrence. Mais cette ressource en eau est soumise aussi à un certain nombre d'autres usages, des usages alimentaires, de l'eau potable, des usages industriels, des usages en lien avec l'agriculture, en lien avec l'environnement, avec les espaces naturels. Et nous sommes parfaitement conscients que dans le futur, cette ressource, qui est une ressource qui est limitée et qui sera de plus en plus limitée, va faire l'objet de tensions. Et donc, ce que l'on regarde au travers d'une étude qui débute maintenant, c'est de voir là où nous allons au regard de ces ressources en eau et de pouvoir déterminer, en fonction de ces usages, un certain nombre de scénarios qui pourront être proposés en termes de choix. J'ai la conviction que ces choix vont être dans le futur extrêmement complexes, extrêmement difficiles, et qu'il y aura vraiment à objectiver la manière dont nous allons devoir et pouvoir utiliser cette ressource en eau. Ça a été évoqué dans le petit film qui vient d'être diffusé juste avant mon intervention. On a fait face aussi à un accident majeur qui a impacté très fortement tant la navigation sur la Meuse que la circulation routière en rive gauche et en rive droite de Meuse à hauteur de, grosso modo, à mi-chemin entre Serein et Esclessin. C'était à la mi-avril de cette année où une péniche ou une barge a heurté un des piliers d'une passerelle industrielle. Cette passerelle industrielle était fortement déstabilisée. Très rapidement, les équipes du SPV Mobilité Infrastructure ont été mobilisées à côté de cet industriel pour expertiser cette passerelle, expertiser sa stabilité. Il a rapidement été diagnostiqué que la circulation sur la voie d'eau et sur les deux artères de rive gauche et de rive droite ne pouvait plus être maintenue. Et donc on a dû couper complètement cette capacité de mobilité en fond de vallée. Vous imaginez 60 000 véhicules par jour et l'impact également sur la circulation sur l'ensemble de la traversée de Liège au niveau de la Meuse. Donc les équipes ont été mobilisées très rapidement aux côtés de l'industriel. On a mis en relation cet industriel avec un bureau d'études qui a travaillé sur le schéma statique de cette passerelle, a déterminé un schéma de découpage de cette passerelle et en quelques jours à peine, samedi, dimanche compris, quasiment H24, des contacts ont été pris avec des entreprises à même, dans des délais extrêmement courts et sur base aussi de décisions de gouvernement, puisqu'il y avait une difficulté au sein de cette entreprise. Donc, tous les contacts ont été pris pour faire en sorte de pouvoir rétablir cette circulation en fond de vallée. Et en gros, en une dizaine de jours, tout s'est mobilisé, tout s'est enclenché, en ce compris un entrepreneur qui a amené du matériel à même de découper cette passerelle. D'ailleurs, vous avez vu un certain nombre de séquences de découpage et de manipulation de cette passerelle et ont été réalisées en un temps record pour rétablir cette circulation en fond de vallée. Et enfin, la situation géopolitique au cœur de l'Europe, à nos portes, qui
impacte beaucoup de choses. Évidemment, nous sommes dans une période économique inflationniste quasiment jamais connue à l'échelle européenne, qui impacte le niveau de prix, qui impacte aussi la disponibilité des biens, la disponibilité d'un certain nombre de fournitures, et qui donc implique aussi de réorganiser toute une série de flux logistiques. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Il y aura un débat tout à l'heure au cours de la matinée qui traitera spécifiquement de ce sujet. Mais c'est aussi et encore un choc auquel nous devons collectivement faire face. Et bien, à côté de ces chocs, nous continuons notre travail. Et je pense que c'est aussi le deuxième message, de faire en sorte de vous faire passer l'information que, d'une part, nous sommes mobilisés pour faire face, pour réagir, pour réhabiliter, pour reconstruire, mais en parallèle, de continuer à moderniser nos pratiques, mais aussi faire en sorte d'investir, de maintenir et d'exploiter nos infrastructures de la manière la plus performante possible et professionnelle. Quelques illustrations des dernières réalisations de ces derniers mois ou des concrétisations de ces prochains mois. Le fait que dans le courant de cette année, nous avons pu achever la modernisation de la traversée de la Lys, la traversée de Comines par la Lys, dans le cadre évidemment du projet Seine-Escaut. En matière de quais et d'aménagement portuaire, quelques exemples. Le quai à Ermalsouy, avec un quai maintenant de 250 mètres qui est disponible. Du côté de Charleroi, le quai et la dalle des AMS qui sont terminés avec un quai de 220 mètres. On est tant dans l'Est que dans l'Ouest avec le trilogiport qui avance bien, avec des travaux que l'on envisage de terminer dans le courant de l'année 2023 et des nouveaux quais à manage qui se termineront à la fin de cette année. En matière de gabarit, signaler le fait que, et je vois toute une série de personnes tout à fait affûtées sur le dossier dans la salle, la traversée de Tournai touche tout doucement le bout du tunnel. Le goulot d'étranglement a maintenant été supprimé. On a inauguré le premier passage d'un convoi d'un peu moins de 2000 tonnes, si je ne m'abuse, il y a à peine quelques mois, et la reconstruction du pont des Trous touche à sa fin, avec une finalisation de l'ensemble de la traversée de Tournai qui est envisagée pour le mois d'avril 2023, avec un tout nouveau pont des Trous qui est en cours de finalisation. Et sur la Sambre, les travaux à l'écluse d'Auvelais qui vont bon train, avec, je dirais, une rectification de la configuration de cet ouvrage qui permettra, dès la mi-2023, d'avoir un tirant d'eau sur l'ensemble de la Sambre à hauteur de 2,80 m et qui nous permettra ainsi de aussi faire passer un goulet d'étranglement sur la Sambre et sur la dorsale wallonne. Toujours une déclinaison du projet Seine-Escaut, le fait que aussi à la mi-2023, toujours dans le cadre de ce partenariat avec nos amis français mais également nos collègues flamands, nous pourrons procéder à la réouverture du canal de Condé à Pomerol qui était fermé à la navigation depuis maintenant près de 30 ans et il pourra donc être ouvert dans le courant de cette année 2023 à la classe 1K. Ça a été montré tout à l'heure, l'écluse d'Ampsin, les travaux se poursuivent avec une fin des travaux comme prévu, conformément au planning initial, à la fin de 2023. Nous regardons également tout ce qu'il y a à faire pour le futur avec des moyens qui ont été développés dans le cadre du plan de relance de la Wallonie pour étudier le rehaussement des ponts du canal Albert à 9,10 m. Ces études sont en cours pour 4 ouvrages le long du canal Albert, donc le pont de l'Année, le pont de l'Ix, le pont d'Acourt et le pont de Hermal sous Argenteau. À partir du moment où les études auront atteint un certain degré de maturité, évidemment, nous lancerons les travaux de manière séquentielle avec, par priorité, évidemment, ce qui est le plus utile en termes de mobilité et de niveau de lit de container sur les barges. Voilà pour le grand gabarit, mais nous n'oublions pas non plus la question du petit gabarit et de la massification. Il y a d'une part la massification et je dirais la course et l'évolution vers le grand gabarit, mais à côté de cela, nous n'oublions pas l'utilité de la voie d'eau pour d'autres finalités
en matière de mobilité des marchandises, avec ici une photo prise lors d'une démonstration de bateaux de petit gabarit de type water truck lors de cette démonstration au niveau du PACO. Mais nous n'en restons pas là puisque des études sont en voie de finalisation qui visent quelque part à identifier des quais, identifier des plateformes, identifier des acteurs, identifier des villes et communes qui pourraient être partenaires d'un appel à projet qui viserait bien entendu à utiliser la voie d'eau pour une autre mode de la desserte urbaine, avec du plus petit gabarit, avec potentiellement des palettes, avec potentiellement d'autres types de packaging, et de faire en sorte d'avoir une alternative à la mobilité routière classique en utilisant de la voie d'eau, en utilisant des plateformes multimodales adaptées, en utilisant potentiellement de la navigation autonome ou semi-autonome, en utilisant potentiellement d'autres modes de propulsion au niveau de la voie d'eau, mais également d'autres modes de propulsion pour assurer le last mile pour la desserte urbaine, potentiellement bien entendu des véhicules électriques ou bien du vélo cargo. Tout ça est en préparation, un certain nombre de choses ont d'ores et déjà été engrangées et nous allons lancer dans le courant de l'année 2023 un appel à projet qui capitalisera sur les équipes du SPOMI, sur l'une ou l'autre ville candidate à la mise en œuvre d'une phase pilote, mais également sur des partenaires logistiques qui déploieront des chaînes logistiques intégrées pour rencontrer cet objectif de transfert modal à l'échelle urbaine. J'en finis là pour mon exposé. J'espère vous avoir démontré que le SPOE Mobilité et Infrastructure sait faire preuve de résilience, c'est faire preuve d'innovation, c'est inscrit dans notre ADN et nous sommes évidemment à votre disposition pour répondre à toutes questions. Je sais que Pascal a d'ores et déjà noté un certain nombre de questions qui sont parvenues, mais nous sommes là aussi pour échanger de manière informelle au cours du moment de convivialité qui suivra les exposés académiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur William. L'exposé devait être particulièrement clair ou alors notre public est particulièrement timide parce que j'ai une question à vous poser. Et la question est la suivante, c'est pouvez-vous nous confirmer l'ouverture à la navigation du canal Pomerol-Condé en 2023 ? Je vous le confirme. C'était donc extrêmement limpide. Monsieur William, il me reste à vous remercier pour la clarté de votre exposé.